Bonjour à tout le monde. Je suis Emmanuel Garbolino, enseignant-chercheur à l'ISIGE de Mines Paris PSL. Et j'ai plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce 11e webinaire du TTI.5 intitulé Les promesses du biosourcé, modélisation économique, matériaux et biotechnologie. Comme vous le savez, les filières biosourcées jouent un rôle important dans la transition écologique pour différentes raisons, hein, notamment parce qu'elles permettent de réduire nos impacts environnementaux, permettent aussi le stockage de carbone au sein des matériaux biosourcés, par exemple, et puis aussi de développer des économies à la fois locales et régionales. Il y a donc des attentes qui sont fortes de la part de la société civile pour le développement de ces filières. Alors aujourd'hui, on va plutôt laisser la parole à des chercheurs et nous allons d'abord explorer avec vous la modélisation prospective économique du secteur forestier avec Thomas Bossier de l'ISIGE Mines Paris PSL. Ensuite, ce sera le tour de Tatania Bouktova du CMF Mines Paris PSL, qui nous parlera de l'utilisation des matériaux avec les polymères biosourcés. Et enfin, Nathalie Goré de l'INSA Toulouse nous présentera un projet de recherche en biotechnologie, notamment où on cherche à utiliser des protéines d'organismes unicellulaires comme voie alternative aux protéines d'origine animale et végétale. Alors, nous allons commencer avec la présentation de Thomas Bossier de l'ISIGE, donc Mines Paris PSL. Thomas est spécialisé donc, dans les approches prospectives d'analyse du cycle de vie, avec notamment un focus sur le secteur forestier et les produits du bois. Et il s'intéresse aussi plus largement à la question de la durabilité, des usages, de la biomasse. Il est ingénieur agronome de formation. Il a réalisé sa thèse en modélisation du secteur forestier à l'INRAE. Bien, Thomas, c'est à toi. Ok, je prends la main, je lance ma présentation. Alors, est-ce que tout le monde voit bien? Oui, j'ai l'impression que les diapos passent bien. C'est Est-ce que parfait, on Julien. m'entend bien? C'est parfait. Super. Donc, Emmanuel a brièvement présenté mon, euh, mon sujet, mes thèmes de recherche. Et donc, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, effectivement, c'est une présentation qui va parler un peu des défis qui se posent pour la mesure des empreintes environnementales dans une approche prospective, quand on se penche sur certaines questions particulières de ce secteur, qu'est le secteur forestier, le secteur des produits du bois, avec une perspective qui est celle de la bioéconomie. Alors, pourquoi on parle de bioéconomie? Il s'agit d'une orientation, en fait, à travers ce terme, ce concept. Beaucoup de choses peuvent se recouper, mais c'est notamment un marqueur qui a été utilisé notamment au niveau de la Commission européenne pour afficher un certain nombre d'ambitions sur le développement de nouveaux usages des produits biosourcés ou l'expansion de secteurs existants utilisant ces produits biosourcés, y compris des produits comme les produits bois, qui ont un usage multimillénaire, que ce soit pour la production d'énergie ou pour la construction. Alors, ces orientations, elles posent un certain nombre de questions en termes de notre stratégie de gestion des espaces naturels forestiers notamment dans le futur, dans une approche prospective, puisque ça se confronte à deux grands enjeux environnementaux, les deux plus grands si on peut dire, la question du changement climatique et la question de la biodiversité, donc puisqu'on a à la fois un problème qui se présente donc de déclin du puits de carbone qui s'affiche depuis quelques années. Quelle stratégie adopter face à cette question de l'atténuation du changement climatique? Et en parallèle, on a vraiment des enjeux de préservation de la biodiversité avec donc des écosystèmes forestiers qui sont des habitats assez importants, en particulier dans le contexte européen et encore plus dans d'autres contextes, mais on sera plus sur le contexte européen. Que faire en fait de ces forêts? Avec ici à la droite un petit graphique qui affiche justement euh, une recrudescence des dommages millions de mètres cubes par an dans les forêts sur les 5 dernières années. Ici, si on se focalise notamment sur le petit pic violet, ici, qui est étiqueté bark beetles, donc c'est ces insectes xylophages, donc notamment les scolytes, qui ont considérablement
prospéré ces dernières années avec l'impact des sécheresses sur les écosystèmes forestiers, qui affaiblissent les arbres et donc favorisent la prolifération de ces insectes mangeurs de bois. Donc on a une question de stratégie. Qu'est-ce qu'on fait de ce bois? Est-ce qu'on essaie de maximiser le puits forestier comme quand on dit planter des arbres ou est-ce qu'on essaie de l'utiliser pour produire de l'énergie donc non fossile ou alors et construire avec des matériaux plus décarbonés que du béton ou de l'acier? Donc c'est des questions que l'évaluation environnementale peut essayer d'arbitrer. Donc ça peut être un de ses apports, arbitrer des orientations stratégiques. Et notamment si on se positionne à différentes échelles, les enjeux de ces évaluations environnementales, ils vont se complexifier puisque on a affaire à des ressources qui sont territorialisées. Donc, on se demande, selon le type de forêt auquel on a affaire, selon les industries qui sont présentes dans un territoire donné, dans quelle mesure notre évaluation environnementale, elle peut évaluer, enfin, donc donner un regard sur certaines stratégies ou à l'échelle d'un produit, par exemple, permettre de mettre en avant les qualités environnementales de tel ou tel produit. Quel problème se pose quand on a envie par exemple, afficher les mérites environnementaux de la construction bois, à l'échelle du bâtiment, à l'échelle du matériel construit, des choses de ce type-là. Alors, donc ces grandes questions-là, elles, elles s'inscrivent dans un certain nombre, disons, de menaces et d'incertitudes qui sont déjà bien identifiées euh, pour cette filière en particulier. Donc, on l'a dit, on sait qu'on va avoir une baisse probable du puits forestier, une possible décapitalisation euh, du bois en forêt avec les risques extrêmes, une hausse progressive des filières aval, donc qui pose des questions de recyclage du bois, d'usage à longue durée de vie des produits bois. Un poids des drivers climatiques face au changement climatique qui affaiblit les forêts, dans quelle mesure on adapte la sylviculture et on oriente donc vers certains produits, et des incertitudes sur le puits, et notamment, là j'ai gardé un point en particulier, des incertitudes à long terme aussi sur des effets de substitution. Quand on se pose la question de la durabilité des produits énergétiques comme euh, le bois énergie, eh bien, son évaluation à long terme, en fait, elle devra être dynamique puisqu'il faut intégrer les évolutions du mix à venir aussi, la décarbonation des sources d'énergie. Et donc, tous ces éléments, en fait, ils illustrent dans mon approche une importance de spécificité locale, géographique et économique. Et donc, la question que je me pose, en fait, c'est comment, en fait, on prend en compte ces facteurs, ces incertitudes dans une approche prospective à des échelles territoriales. Donc, quelles méthodes et outils on peut mobiliser pour apporter des éclairages sur ces questions. Et donc, moi, ce que je vais vous présenter là, c'est une approche qui combine la modélisation économique et la modélisation environnementale par l'analyse du cycle de vie. Donc, je donne un petit aperçu pour vulgariser, puisque tout le monde n'est pas forcément parfaitement familier de ce secteur particulier qu'est le secteur forestier. On a affaire à une ressource donc, qui est à la croisée de plusieurs secteurs clés, puisque donc on l'a dit, entre les bois d'œuvre et les bois d'énergie, on va avoir des choses qui vont aller vers, d'un côté, donc, le secteur de la construction, les différents secteurs des matériaux avec des usages qui se développent en biomatériaux, où justement donc, le secteur énergétique à travers des usages directs comme la combustion de bois directement en chaudière, ou bien des usages indirects futurs comme l'utilisation de bois en pyrogazéification pour produire du gaz vert, qui sont un petit peu plus marginaux, mais qui existent dans certains scénarios. Et, euh, et donc, de ce fait, on va avoir envie euh, de prendre en compte en fait les liens nombreux qui existent à l'échelle de cette filière quand on essaye d'évaluer une stratégie à l'échelle d'un territoire, d'un produit. Alors ici, j'ai une petite diapo que je vais passer rapidement, mais qui pose le problème du temps de résidence du carbone, puisque quand on essaye de se poser cette question justement de la durabilité vis-à-vis du changement climatique des produits bois, eh bien, il y a un enjeu qui est très fort, c'est celui du mode de comptabilité qu'on utilise. Alors bien souvent, on fait l'hypothèse de la neutralité carbone pour de la biomasse qui provient de forêts gérées durablement, mais sur des produits à longue durée de vie comme le matériau bois, c'est une hypothèse qui peut poser problème et nous inciter à aller faire des comptabilités plus dynamiques. Alors, pour traiter cette question donc, de la durabilité et donc de l'intérêt de ces différentes approches, on peut faire appel à différentes méthodes d'évaluation. Et moi, dans mon approche, notamment, euh, l'idée est de concilier donc, une approche à la fois économique et environnementale, donc traiter la durabilité économique et environnementale, en combinant donc une approche de la modélisation économique qui donne des indicateurs de quantité et de valeur et de surplus, donc qui viennent de la microéconomie, et qui ont l'intérêt de donner des informations donc,
via les mécanismes de prix sur la compétition entre différents produits et donc entre différents secteurs, entre les usages énergie, les énergies, mais usages matériaux notamment. Et donc cette approche économique, l'enjeu, c'est de l'articuler avec des approches décrivent souvent à des niveaux plus fins les flux de matière. Et donc ces approches de l'évaluation environnementale issues du génie des procédés, comme l'analyse du cycle de vie, qui décrivent des pressions environnementales et des transferts de pollution entre différentes catégories d'impact. Puisqu'on a parlé du carbone, de la biodiversité, mais on a aussi des enjeux sur la qualité de l'air, notamment avec l'utilisation de bois et d'énergie, ou des enjeux de pollution des milieux avec toutes les substances chimiques qui peuvent être mises en jeu sur le cycle de fabrication de ces produits. Alors, donc pour continuer rapidement le petit point méthodo, donc je disais, on s'appuie sur la modélisation économique et notamment sur une approche qui s'appelle l'équilibre partiel, donc un équilibre offre-demande. Euh, Ça nous permet donc de faire de la prospective, en fait, d'interroger l'effet de politique économique en quantifiant la manière dont l'intervention, l'orientation en fait, peut modifier les quantités demandées. Donc on a, disons, une loi économique qui nous permet euh, de simuler des choses pour le futur. Et cette modélisation économique future, en fait, on construit des modèles qui nous permettent de la resituer dans un contexte où il y a des ressources biologiques qui ont un poids assez important. Donc ici, je vous donne un petit aperçu donc, du modèle qu'on utilise, qui est un modèle du secteur forestier français, avec donc en son cœur ici un module marché du bois qui dérive du principe que je viens de présenter très brièvement précédemment, et qui se retrouve en fait intégré à donc des modules qui, à partir des données de l'Institut géographique national, simulent le fonctionnement de la ressource forestière, euh, avec donc une base interannuelle, c'est-à-dire qu'à chaque pas de temps annuel, on peut modéliser la croissance des arbres, tenir compte de scénarios climatiques et faire des hypothèses sur la quantité de bois qui est extrait des forêts, comptabiliser le carbone qui est mis en jeu, et puis prendre en compte aussi justement l'impact ACV des différents produits bois qui sont fournis sur le marché. Alors, je poursuis donc sur le brief un petit peu général. Donc, on fait de l'analyse du cycle de vie, donc c'est une méthode qui a l'intérêt donc d'être multicritère, quantitative, et donc qui nous permet de prendre en compte dans cette modélisation environnementale tout ce qui est mis en jeu euh, au niveau des chaînes de valeur globales. Donc, quand on s'intéresse aux impacts carbone de notre filière bois, eh bien, on pourra y intégrer aussi toutes les consommations énergétiques qui sont mises en jeu, par exemple, dans les machines qui sont utilisées pour exploiter le bois, ou bien quand on s'intéresse aux effets de substitution, ou à produits énergétiques concurrents, donc gaz, fuel, pétrole, pris en compte dans l'ensemble de leur chaîne de valeur. Et donc, une des intentions qu'on a en faisant ça, c'est de passer en fait dans le champ de la CV d'une approche produit à une échelle plus territoriale, grâce à un modèle donc, qui est fait à une échelle régionale. Alors, donc cette approche, elle consiste donc à faire un couplage donc, entre notre modèle économique et notre modèle d'ACV. Et donc, ça permet donc de mélanger donc, des indicateurs de quantité avec des indicateurs d'impact environnementaux. Et donc, les catégories d'impact qu'on trouve classiquement dans les ACV. Donc, dans une version très détaillée qu'on appelle midpoint, à 18 catégories d'impact, et une version plus simplifiée qu'on appelle endpoint, avec des indicateurs qui sont agrégés dans trois catégories, écosystèmes, santé, ressources. Alors, quelques résultats donc, pour se faire une idée de ce qu'on peut faire avec ça. Je vais aller assez vite sur la méthode pour qu'on puisse dire un petit peu ce qu'on peut obtenir avec ça. Euh, donc, ici, en se positionnant à l'échelle d'un territoire, donc de la région Grand Est, par exemple, on est capable, donc, grâce à ce modèle, d'avoir une comptabilité à l'échelle du territoire de l'impact environnemental de différentes catégories de produits. Alors ici, on a la version la plus détaillée, donc ce qui n'est pas forcément extrêmement lisible au premier abord, mais ça fait partie de cette démarche un peu exhaustive qu'on a en ACV. Et donc, par exemple, tout à gauche, on a les impacts sur le changement climatique, qui nous intéressaient particulièrement. On peut par exemple avoir ici des impacts sur l'occupation des terres, euh, ou des impacts, par exemple, sur l'utilisation de ressources à droite, en eau, en métaux ou en ressources fossiles. Et donc, ici, ce qu'on modélise, c'est
la contribution de chaque catégorie de produits aux impacts de l'ensemble de la filière. Donc, on peut voir donc, par exemple ici des exportations de produits à l'échelle d'un territoire. Que représentent les exportations à l'échelle du territoire? Donc ça, c'est les couleurs pâles en haut. Ou alors les impacts de différentes catégories, donc énergie, papier, emballage. Donc, on voit que le bois énergie peut être une source de pollution importante, et notamment, par exemple, si on regarde sur la formation de polluants atmosphériques, ici, de façon assez naturelle. Et ce qu'on va observer aussi, c'est par exemple le poids, c'est important du diamètre de transformation. Donc ici, c'est un peu la première carte d'identité qu'on peut obtenir. Et en fait, ce qu'on peut voir aussi, et un des intérêts de cette approche territoriale en ACV, c'est d'être capable de différencier justement les impacts qui vont être dus à des matières domestiques et des matières importées. Donc, de ce fait, en fait, euh, on peut à la fois donc, avoir une modélisation assez fine des ressources du territoire grâce à notre modèle économique, qui, en même temps, révéler euh, les impacts délocalisés en quelque sorte, puisque l'ACV donc, nous apporte, grâce à des bases de données sur l'ensemble des chaînes de valeur, une information sur la... ce qui provient de chaînes de valeur quelque part. Et alors, là, sont des photographies que je vous ai montrées jusque-là, et maintenant, ce que j'ai montré, c'est ce que nous permet de faire ce modèle économique prospectif, c'est de voir les effets de différentes politiques économiques. Donc, par exemple, ici, une subvention prospective euh, sur le bois énergie qui induit une compétition entre produits bois. Donc là, à l'échelle régionale, donc, on a pu modéliser variation de la demande pour différents produits. Voilà, donc ici, c'était une subvention à l'échelle du Grand Est. Donc, assez naturellement, ça stimule fortement la demande de bois énergie à l'échelle de cette région. Et donc, sur les deux graphiques du dessous, pâte à papier, panneau, ce que ça révèle, c'est un effet d'éviction sur des produits donc, comme la pâte à papier et les panneaux qui sont concurrents en partie du bois énergie, puisque les deux, en fait, se nourrissent de la ressource primaire qui est des petits bois. Et donc, cet effet de concurrence entre produits sur les quantités, il va nous permettre d'avoir un regard un petit peu plus fin sur la façon dont une politique est susceptible de modifier les impacts environnementaux, non plus à l'échelle d'un seul produit, mais à l'échelle de la filière, en tenant compte justement de ces effets de substitution. Donc en révélant en fait des impacts indirects économiques d'une orientation, ici celle du bois vers le bois énergie. Donc là, ici, je vous ai mis les contributions de la filière en agrégeant cette fois sur les impacts endpoint. Donc tout à gauche, vous avez les impacts sur la santé humaine, au milieu, les impacts sur les écosystèmes, et ici, les impacts sur les ressources. Et donc, chaque boîte on représente les impacts de différentes catégories de produits, avec les plus gros, donc en orange, le bois énergie, en bleu, la pâte à papier. Et à chaque fois, donc pour chaque couple, euh, le scénario standard à horizon 2050 et le scénario à horizon 2050, où on stimulerait fortement la demande de bois énergie, avec donc un soutien économique. Et dans les effets indirects qu'on s'efforce de prendre en compte, il y a notamment des effets de substitution avec les énergies fossiles qu'on fait apparaître ici en négatif, en jaune à pointillé. Donc, qui, euh, qui permet de montrer que on a en fait ce gain-là qui vient contrebalancer et rendre en fait ces subventions intéressantes en entendant. Et alors ensuite, dans un deuxième temps, ce qu'on fait, c'est qu'on produit. Alors là, je vous présente ces choses un peu rapidement. Bon, malheureusement, c'est comme ça, c'est complexe. Je ne vais pas forcément pouvoir réellement décrire analytiquement ce qui se cache derrière, donc un peu un côté boîte noire, mais bon, c'est assumé dans ce format. Donc en fait, on combine derrière ces impacts environnementaux avec l'effet économique que nous fournit notre modèle. Donc du fait d'une variation des quantités et des prix, on a ce qu'on appelle un surplus économique au numérateur, donc qui a un effet favorable sur la création de valeur à l'échelle de la région. Donc là, par exemple, ici, ce qu'on produit comme évaluation, c'est que ce soutien économique, bon, bah, en arbitrant son effet environnemental et et économique, il a un effet globalement positif, avec évidemment toutes les limites qui se cachent derrière, que j'ai créées derrière. Euh, Avec des effets d'éviction donc, sur les autres régions qu'on peut voir avec des petites, des petites barres négatives qui restent assez limitées. On a testé d'autres types de politiques, par exemple un approvisionnement local. Donc ici, c'est en restreignant la possibilité de faire circuler la demande de bois entre régions à l'échelle du modèle. Et donc ce qu'on a vu, par exemple, ici, c'est une certaine
éco-efficience dans certaines régions et un effet plus mitigé dans d'autres, euh, avec un effet qu'on a pu retracer comme étant fortement lié à l'état du marché de la ressource locale. On a pu aussi tester, par exemple, des effets de politique de conservation, donc qui restreignaient la possibilité d'exploiter les bois dans certains types d'aires protégées. Et donc là, ce qu'on voyait, par exemple, c'était un effet centré sur le Grand Est, donc qui mécaniquement favorisait les autres régions. À l'échelle de la France, on a un effet assez mitigé, par exemple, de ces mesures de conservation qu'on a imposées dans le modèle. On a aussi fait des approches qui ont consisté à combiner les deux, mais je vais passer ça rapidement là-dessus et conclure. Donc, les perspectives de cette approche, c'est d'aller plus loin dans l'intégration de comptabilité dynamique. Donc, ici, ce résultat que je vous ai montré, bon, ça date de travaux qui étaient un peu limités, disons, sur la prise en compte à la fois la dynamique de stockage du carbone dans les forêts et la dynamique des secteurs de l'énergie. Et donc, depuis là, on a un travail en cours justement sur l'intégration de scénarios prospectifs sur le mix énergétique d'arrière-plan pour les, la production d'électricité et de chaleur. Euh, et ensuite, une autre perspective importante, c'est de passer à des échelles spatiales plus fines. Donc là, on peut descendre à l'échelle régionale, avec des limites en plus, parce que modéliser l'économie à ces échelles-là, ça reste encore, euh, c'était plus ou moins, disons, efficace. Et donc là, une prochaine étape, ce sera de spatialiser en fait certaines industries pour poser ces questions-là en fait de pertinence d'une installation à l'échelle, par exemple, de bioraffinerie ou d'industries plus classiques comme des scieries, des papeteries. Qu'est-ce qui se passe si on implante en fait ces unités de production bioéconomique à l'échelle régionale? Bah, en fait, pour avoir quelque chose de plus précis à dire, il faut spatialiser non seulement la ressource, mais aussi spatialiser finement, évidemment, euh, le- euh, les sites. Et un chantier plus large se pose sur la question de la descente d'échelle des impacts du changement climatique, et notamment l'impact sur la biodiversité, ou la ressource elle-même, qui peut s'avérer assez cruciale justement pour faire ces arbitrages, puisque, par exemple, s'il y a des échelles fines, on estime que on a des peuplements qui sont menacés, bah, ça justifie en fait des politiques d'utilisation dynamique de la ressource, pour ainsi dire, enfin, voilà, de prélèvements importants. Et une dernière chose, c'est à l'échelle territoriale. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à des évaluations plus absolues. Alors, pour faire l'affinement de l'approche prospective, donc on a un travail qui est en cours, qui s'appuie justement donc, sur ce qu'on a réalisé sur un projet de recherche ADEME, qui a consisté à intégrer différents scénarios prospectifs de RT ou de l'ADEME dans des bases de données ACV prospectives, donc un outil qui s'appelle Premise, qui est très performant. Et donc ça, ce travail consiste donc à combiner à la fois donc, notre modèle de secteur forestier, donc, qui apparaît ici à droite, et ces ACV prospectives donc, qui apparaissent à gauche, et donc par exemple de l'appliquer sur une ACV prospective en construction, en ayant donc des indicateurs dynamiques à la fois sur la substitution à l'énergie et le stockage de carbone forestier. Et sinon, sur la spatialisation que j'ai mentionné, on a un projet à venir justement dans le cadre des PEPR bioéconomie pour développer donc des cadres de modélisation qui permettent d'affiner nos modèles et de réaliser cet objectif. Alors voilà, donc sur les conclusions rapidement, donc, ce qu'on avait démontré dans ces travaux, c'est qu'on a des couplages entre économie et ACV qui permettent de calculer des indicateurs des coefficients à l'échelle d'une filière, qui sont déterminants en fait quand on évalue la performance économique et environnementale, et qui peuvent montrer que sous certaines conditions, bah, la stimulation du bois régional, du bois énergie aux échelles régionales est efficace d'un point de vue économique et environnemental, sous réserve évidemment hein, que les augmentations de demande soient ciblées sur des forêts durablement gérées. Voilà, je m'arrête là-dessus. Ensuite, j'avais quelques petits slides en annexe si besoin. Merci beaucoup Thomas, c'était vraiment très intéressant et très clair hein, de voir justement ce travail en prospective économique sur une filière qui intègre évidemment des êtres vivants, hein, donc la filière bois. Et bien entendu, il y a eu un certain nombre de questions par rapport à ce que tu as présenté. Et donc pour essayer d'aller un petit peu plus précisément sur ce que tu nous as montré, à un moment donné,
voilà, tu nous as montré donc un modèle économique et il y a quelques questions sur les données économiques qui sont utilisées. C'est quel type de données en fait? Est-ce que c'est des Ouais, données par exemple très agrégées, très générales, ou est-ce que ça peut être des données plus précises au niveau local ou régional? ouais. Alors, je reviens en arrière. Donc, l'échelle dépend un petit peu des modules. Donc, par exemple, sur la ressource forestière, ce sont des données de l'IGN, l'Institut géographique national, qui sont synthétisées à l'échelle de pixels de 8 km, 8 km par 8 km, avec une typologie assez fruste de la ressource qu'on a dessus. Soit du résineux, soit du feuillu. Et puis les catégories de peuplement, ça va être futaie, taillis, taillis sous futaie. Et voilà, donc c'est une simplification quand même bon, assez importante pour la ressource forestière. Cela dit, c'est la partie la plus détaillée du modèle, ce carré de 8 km par 8 km. Puisqu'à côté de ça, par exemple, le module marché, les données économiques, elles, ce sont des données qui sont à l'échelle régionale. Donc, à l'échelle, donc c'est des données INSEE principalement, pas seulement, enfin aussi des données Agrest. Mais enfin voilà, sur une typologie de produits euh, qui est à peu près celle-ci en fait. Donc une typologie de produits bois qui est euh, assez correcte dans l'ensemble, si ce n'est pour le bois énergie, où justement là elle est un petit peu simpliste par rapport à tous les usages qui existent des résidus de biomasse. Euh, voilà, voilà ce qu'on peut dire. Et cet niveau de modélisation peut poser problème justement pour un troisième module, qui est le module carbone, où être à cette échelle de pixels de plusieurs kilomètres, pour la question notamment du carbone du sol, ça induit des hypothèses assez frustres. Merci. D'ailleurs, par rapport à ces questions sur le carbone, il y a eu récemment une production donc de l'ONF sur justement la performance, on va dire comme ça, hein. En tout cas la capacité de la forêt française à stocker du carbone. Et leur étude montre que cette capacité dans les années précédentes avait été un petit peu surestimée parce qu'ils n'avaient pas forcément bien pris en compte l'impact du changement climatique sur les arbres. Et je voulais savoir, dans ton travail, Ouais. finalement, est-ce que les impacts du changement climatique sont pris en compte et, je dirais, plus ou moins à quel niveau? Oui, alors c'est sympa, les changements climatiques, ils peuvent être pris en compte, ils sont pris en compte. C'est-à-dire on peut paramétrer des scénarios climatiques et leur effet sur la ressource forestière. Euh, Notamment donc à travers, on a des paramètres sur le taux de mortalité des arbres, par exemple. Ouais. Et donc j'avais fait à un moment donné justement des simulations qui prenaient en compte des taux de mortalité un peu plus élevés. Mhm. Mais alors justement, ces taux de mortalité qui passaient de l'ordre de grandeur de moins d'1% à quelques pourcents. Il se basait justement sur des travaux publiés en 2020. Et en fait, il se trouve que, quelque part, par rapport à ces travaux statistiques publiés en 2020, ce qu'on présage de la mortalité future, en fait, a déjà beaucoup changé en 3-4 ans, quoi. Et donc, là, moi, par exemple, dans ce que j'ai fait, j'ai pas j'avais pas fait des simulations avec des prévisions de mortalité aussi inquiétantes que ce qu'on peut dégager dans les travaux les plus récents, par exemple la prospective qui a été faite par le ministère de l'Agriculture Ouais. cette année ou l'année passée. On peut imaginer que ce serait possible de mettre à jour tes travaux par Oui, rapport à ces données-là. tout à fait. Et, et est-ce que aussi dans ces travaux de prospective, la productivité, ce qu'on appelle la productivité primaire nette, en fait, donc la production de biomasse en gros, est prise en compte dans ce genre de modèle? Euh, C'est-à-dire une idée de volume produit en fait, hein. oui, Des oui, oui, questions bah oui, qui reviennent souvent. oui, oui, il y a une croissance. La croissance des arbres selon différentes classes de diamètre, donc avec une modélisation quand même un peu fine à l'échelle de la sylviculture, qui est intégrée sur la modélisation de la ressource à l'échelle.
à l'échelle de ces pixels de 8 km. Donc, D'accord. voilà, à cette échelle-là, quoi. Ok. Ok, non, c'est bien, ça, bon, surtout à l'échelle donc du territoire, c'est quand même Mm, un territoire métropolitain, mm, ça, ça donne quand même quelques idées assez précises hein, de ces évolutions. mhm. Et une autre question aussi sur finalement, effectivement, comme c'est de la modélisation, il y a toujours bon, ben, des données qui ont leur qualité, on va dire, et bien sûr leur niveau d'incertitude. Et on va dire Ouais, dans cette approche hein, que tu proposes aujourd'hui, où se trouvent, d'après toi, les plus grandes, on va dire, enfin les variables ouais, où on aurait les plus grandes incertitudes? ouais. Euh, alors, En gros, c'est là où oui, est-ce que ça, il faudrait vraiment je creuser vais montrer encore, ici. peut-être, ou Ouais, améliorer le modèle par ouais, rapport à ouais. ces variables. Alors, ce qui est une source d'incertitude tout de même assez importante, c'est les effets plus économiques. En fait, c'est même plus de l'incertitude, enfin, c'est des hypothèses, quoi. C'est-à-dire que, Mm, bon, les modèles, l'utilisation de modèles d'équilibre en prospective, ça n'a pas de valeur, ça n'a vraiment pas de valeur prédictive. C'est un cadre de discussion plus qu'autre chose. Et donc, par exemple, les taux de substitution qu'on a entre produits, donc sur une hypothèse de prix, on suppose qu'à un prix donné, bah, voilà, il va y avoir telle substitution entre deux sources d'énergie, donc bois, énergie fossile. Donc voilà, par exemple, les paramètres qu'on utilise à ce niveau-là, ils sont assez un peu. Il y a pas tellement d'études en fait qui étudient en détail statistiquement ces paramètres-là. mm. Donc on les estime un peu. Euh, et d'ailleurs, ce que je présentais dans le fait justement de rajouter bon, la prospective du secteur énergétique, bon bah là du coup ça se fait sur un volet qui a déjà quand même pas d'incertitude. Et un autre point, c'est justement sur à l'échelle économique, donc dans le module marché, sur, euh, sur la valeur créée dans les produits bois, bah justement, en fait, tel que ça fonctionne à l'échelle régionale, il y a certaines incertitudes. On va dire que le modèle peut se comporter de façon euh, un peu trop théorique à cette échelle régionale-là, et c'est justement là où une des perspectives de développement qui est de spatialiser davantage le modèle est une réponse à ça. D'accord, merci. Et alors, dernière question, parce on est encore dans les temps. Euh, il y a, dans tes travaux, on veut savoir si les aspects liés au bois importé étaient pris Mm. en compte. Oui. Alors, D'accord. je me promène entre mes diapos, mais est-ce qu'il me semble, je sais plus si là, non, la mieux. Bah oui, alors j'avais montré un truc là, donc là on peut voir un peu les. Alors là, c'est vraiment la l'ACV, qu'est-ce qu'il est bois importé. Donc on estime le bois importé. La partie économique du modèle le fait de façon assez basique. Mm, Euh, Modéliser justement ces échanges internationaux, en fait, notre filière nationale et régionale, elle est assez bien modélisée. Les échanges avec l'extérieur, ils sont modélisés de façon assez basique. Et après, par contre, mais du coup, c'est quelque chose qui est statique et pas dynamique. oui, On a dans la base de données ACV, mais donc qui est assez statique, on a une attribution importée, pas importée, de certaines ressources en bois. Mais donc là, c'est là où il y a, peut-être un peu difficile de l'illustrer là comme ça, mais il y a, en fait, il y a une réconciliation dans cette approche de couplage entre un modèle économique et un modèle d'ACV, entre des choses qui sont dynamiques et d'autres qui sont statiques. mm, Et, euh, et typiquement, sur cette question de l'importation, c'est un peu là que ça se joue. Donc voilà, on prend partiellement en compte. d'accord. Et ok, bon, donc c'est sûr que parce que ça peut avoir des impacts assez importants hein, d'un point de vue de Ouais, l'économie locale, hein, puisque à la base, ce genre de filière s'adresse plutôt à des économies locales en général. ouais. Et on peut comprendre que l'orientation des politiques, on voit avec le Mercosur, hein, ou Oui, autre chose, mais ça me fait penser un peu à ça. Ça pourrait avoir aussi des impacts sur la bah, filière bois, bien entendu. sur la filière bois, il y a un thème très fort, c'est celui justement de l'exportation de bois européen et notamment de bois français vers la Chine. Mhm. Et, euh, et typiquement, ça, c'est un phénomène bon, bah, voilà, que ce modèle-là prend pas super bien en compte. Il y a d'autres approches qui prennent mieux en compte euh, et qui seront peut-être développées aussi dans ce projet à venir que je mentionnais.
Euh, voilà ce que je peux dire en 2 mots là-dessus. Bien, très bien. Je vous remercie pour cet échange et pour tes réponses. Alors Merci maintenant, on va beaucoup. passer. Pardon? Oui, Merci beaucoup. je t'en prie. Alors maintenant, nous allons passer à la prochaine présentation, celle de Tatiana Boutova. Alors, Tatiana est directrice de recherche au sein du CMF Mines Paris PSL, hein, basée à Sophia Antipolis, qui est aussi une UMR du CNRS. Et elle s'intéresse au développement de nouveaux matériaux à base de polymères biosourcés, hein, en particulier la cellulose ou l'amidon. Elle est titulaire d'une thèse de doctorat sur les polymères qu'elle a passée en 92. Elle a soutenu aussi son HDR, hein, une habilitation à diriger des recherches, en 99. Entre 2008 et 2016, elle était responsable de la chaire industrielle sur les bioplastiques et elle est aussi éditrice en chef de la revue internationale Carbohydrate Polymers Journal, publiée chez Elsevier, qui a un impact factor quand même assez conséquent, supérieur à 10. Et enfin, en 2020, Tatiana a reçu la médaille d'argent du CNRS pour ses travaux sur les bioaérogels. Ah, Tatiana, c'est à vous. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez l'écran? Est-ce que vous m'attendez? Oui, C'est parfaitement, bon? Tout parfaitement. va bien. OK. Merci beaucoup. Merci pour cette occasion de parler de webinaire de TTI.5. Ça, c'est génial, hein, ce type de webinaire. Et donc, oui. Quand j'ai été demandé de présenter, de parler de matériaux biosourcés, j'ai dit, voilà, ça c'est un sujet énorme, c'est énorme. Et qu'est-ce que je veux faire? Tout d'abord, je présente mes expertises, hein. Donc, je suis plutôt physico-chimiste dans le domaine de polymères. Je travaille sur les solutions, les mélanges, les gels, les aérogels, les composites avec des fibres naturelles. Tout ça en se focalisant sur les polysaccharides. Je vais expliquer qu'est-ce que c'est les polysaccharides pour ceux qui ne connaissent pas. Je vais commencer avec une introduction qui sera assez longue, hein, finalement, hein. On va revenir à l'analyse de cycle de vie, à bioéconomie, comme on parle de matériaux biosourcés. Et après, je vais vous donner quelques exemples. Deux exemples, en fait, hein. Je vais vous donner deux exemples de matériaux qu'on peut faire à base de cellulose et à base de pectine. Et voilà, les matériaux biosourcés. En fait, avant que le era de polymères synthétiques a commencé, il y a quoi? Il y a 80, 70 années à peu près, hein. Nous, les humains, on a utilisé que les matériaux biosourcés, hein, en fait, hein. À part les minéraux et les métaux. On les mangeait, on a fait les constructions, on utilisait pour s'habiller, pour se guérir, etc., etc. On peut utiliser les matériaux biosourcés tels quels, hein, qui sont faits par la nature, et on les utilise comme faits par la nature, ou on peut les transformer. Voilà, ce qu'on fait, ce que l'humanité avait fait depuis longtemps et ce qu'on fait en ce moment. Et on peut avoir les matériaux biosourcés qui sont à base de petites molécules comme les huiles, comme les colorants, comme les enzymes ou les polymères. Les polymères naturels sont autour de nous. Et ce que M. Jourdain il a pu dire, que messieurs, j'utilise les polymères sans le savoir, hein. L'humanité a utilisé les polymères depuis les milliers d'années. Donc, c'est un sujet très, très vaste, hein, les matériaux biosourcés et même les polymères biosourcés. Donc, aujourd'hui, j'aimerais me focaliser sur les matériaux, hein, pas pour les constructions, pas pour les... Wow, ça peut être pour les constructions, pas pour la nourriture, voilà, et pas les petites molécules, hein, pas les huiles, pas les colorants, hein, vraiment, surtout plutôt sur les polymères, hein, biosourcés. Voilà.
Et là, en fait, avant l'ère de polymères synthétiques, ça c'était clair. Qu'est-ce que c'est les choses, les matériaux biosourcés? Ah, maintenant, c'est pas clair du tout, hein. Donc là, on revient, on fait le lien, je fais le lien avec la présentation d'avant. Je reviens à la définition de Commission européenne sur qu'est-ce que c'est les products, hein, les matériaux, les produits biosourcés. Et là, j'aimerais lire en anglais. Bio-based products are wholly or partly derived from materials of biological origin. Plants, animals, enzymes, microorganisms, bacteria, fungi, and yeast. Et après, la Commission européenne dit que from products we use every day to cutting edge innovations, bio-based products are revolutionizing industry and paving the way for the more sustainable economy. C'est vrai qu'il y a des choses, des nouvelles choses qui sont faites à base de matériaux biosourcés, mais en fait, comme j'ai dit, l'humanité a utilisé depuis longtemps. Là, ici, dans cette définition, j'aimerais faire l'accent sur ça. Bio-based products are wholly or partly derived. Là, il y a un problème. Donc, il y a des définitions de qu'est-ce que c'est bio-based content, hein, le contenu biosourcé qui sont faits à base de carbone biosourcés. Il y a les normes qui sont développées dans l'Union européenne. Et il y a plein de choses qui bougent. Il y a des standards qui sont annulés, qui reviennent, il y a de nouveaux standards, de nouvelles normes. C'est pas évident toujours se retrouver. Ce que je trouvais un très beau site dans United States Department of Agriculture. Donc, ils ont un programme qui s'appelle By Preferred, hein, un programme, qui donne les définitions de ce qui est le contenu minimum de biosourcés, de carbone biosourcé pour différents types d'applications. Et ça varie beaucoup. Hein. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a plein de types de standards et de normes. Par exemple, pour les matériaux d'emballage, hein, preformed molded materials that are used for cold package content. OK. Là, le minimum de contenu biosourcé, de carbone biosourcé, c'est 74%. Par contre, pour les couches culottes, absorbent materials, material designed for babies and children, là, le minimum est 25%. Et pour, donc ça c'est multiple use drinkware and dishware cups, plates. OK, hein, le minimum de contenu biosourcé, c'est 28%. Je ne sais pas qui et comment a défini ce pourcentage-là. Mais là, on voit que ça varie beaucoup et c'est ça qui peut créer pas mal de confusion. Qu'est-ce que c'est le matériau ou le produit biosourcé? En Europe, il y a une association qui s'appelle European Bioplastics. Hein. Voici leur site. Donc, European Bioplastics, ils parlent de bioplastique. En fait, pour eux, qu'est-ce que c'est les polymères biosourcés? Donc là, on ne parle pas ici d'enzymes, des huiles, de colorants, c'est ce que les polymères biosourcés. Ça, c'est leur diagramme. Hein. Je présente, ce n'est pas mon avis, mais c'est leur avis. Donc, ici, il y a les axes. Donc, en haut, c'est bio-based feedstock, donc ce qui vient de la nature. En opposé, ce qui vient de pétrole. À droite, ce sont les matériaux qui sont biodégradables. Et à gauche, c'est les matériaux qui ne sont pas biodégradables. Et qu'est-ce que pour le European Bioplastics, c'est quoi bioplastics, ça, qu'on peut lier aux biomatériaux. Hein? Pour eux, c'est tout ce qui est à base de carbone qui vient de la nature, mais donc ça peut être les matériaux qui sont biodégradables et biosourcés.
C'est comme polyacide lactique, comme l'amidon, bah, il pourrait ajouter la cellulose aussi, ici. Mais aussi les matériaux qui sont biosourcés, mais qui ne sont pas biodégradables. Et qu'est-ce que c'est les matériaux biosourcés pour European Bioplastics? C'est polyéthylène qui vient de la de, de matière de carbone biosourcée, mais ça reste polyéthylène ou polyéthylène terephthalate ou polypropylène. Donc, ce sont les matériaux qui ne sont pas biodégradables, qui viennent de la nature, mais le biopolyéthylène ou polyéthylène qui vient de pétrole, c'est absolument la même chose. Et aussi, pour European Bioplastics, c'est les matériaux qui sont biodégradables, mais qui viennent de pétrole, hein, c'est cette partie-là. Polycaprolactone, par exemple, c'est un polymère formidable qui vient de pétrole, qui est à base de pétrole, mais qui est biodégradable, qui est beaucoup utilisé dans des applications biomédicales. Et donc, ce qui n'est pas dans bioplastique, ça, c'est aussi les polymères qui ne sont pas biodégradables et qui vient de pétrole, donc polyéthylène classique, polypropylène classique, voilà, polyvinylchloride, etc. Donc, ça, c'est un point de vue. Après, c'est à vous d'accepter ou pas, mais voilà. Donc là ça peut aussi poser des questions et un petit peu de confusion, hein, ici. Donc, si on garde cette approche-là, que les polymères, les matériaux biosourcés, contient le carbone qui vient de la nature. Donc là, on peut diviser en deux parties ce type de matériaux, que ce sont les polymères naturels qui sont utilisés tels quels ou modifiés chimiquement, ou juste bio-based building blocks. Ça veut dire que, par exemple, comme PLA, polyacide lactique, polyacide lactique ne pousse pas sur les arbres, hein. Il n'existe pas dans la nature. Mais il est synthétisé, il y a l'amidon qui est décomposé, après il y a la synthèse chimique qui produit le polymère comme PLA. Donc tout ça, c'est ces matériaux biosourcés. Donc, je vais vous donner quelques exemples, en fait deux exemples, comme j'ai promis, sur la cellulose et sur la pectine. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces deux polymères biosourcés? Avec la cellulose. Cellulose, en fait, c'est un très vieux polymère l'humanité a utilisé le bois, le lin depuis des milliers d'années. Mais comme polymère, il était découvert par un scientifique français au milieu du 19e siècle. Et le terme cellulose a commencé tout de suite à être utilisé dans la littérature scientifique. En fait, là, quand vous dites la cellulose, il faut toujours demander qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce que ça peut être un polymère linéaire, un polymère pur. Ça peut être les fibres qui peuvent être appelées les fibres cellulosiques, mais ils peuvent être naturels ou faits par filage pour textile. Ça peut être nanocellulose ou ça peut être les dérivés de cellulose qui est modifiée chimiquement. Donc, on va voir rapidement qu'est-ce que c'est toutes ces choses. Donc, la cellulose est extrait de bois, comme c'était présenté dans la présentation d'avant, peuvent venir de bois, de fibres naturelles, de coton, de fungi, d'algues, de bactéries et tout ça. Donc, juste un tout petit peu de chimie, un tout petit peu. Hein. Qu'est-ce que c'est la cellulose? C'est un polysaccharide. Ça veut dire qu'il y a les unités de glucose, les sucres, qui sont liés en longue chaîne de polymères. Donc, dans chaque coin de cette unité de glucose, il y a carbone. Ils sont numérotés 1, carbone 2, carbone 3, carbone 4, 5 et carbone 6. Donc, ces unités de glucose, ils sont liés carbone 1 et carbone 4 sont liés par ce type de liaison. Ça s'appelle bêta
un 4, c'est comme un carbone 4, ils sont liés entre eux. Et donc, ça fait une longue chaîne de polymères. Pour les polymères, j'ai vu qu'il y a dans l'audience, certains d'entre vous, vous savez que le polymère est caractérisé par le degré de polymérisation, qui est l'unité répétitive de glucose. Pourquoi je fais un accent sur ça? Parce que dans Wikipédia, la formule structurelle de cellulose est fausse. Ils disent que c'est deux unités de glucose qui sont liées entre eux. Ça c'est pas bien, c'est pas correct. Donc, toujours faites attention à ce qui est écrit dans Wikipédia. Après, ça, c'est une formule complète de cellulose, mais on ne va pas s'arrêter ici. Donc, comment la cellulose est faite? Donc, c'est un procédé de photosynthèse. Il faut le CO2, un petit peu de lumière, un petit peu d'eau, et après, la nature, elle fait tout. Et dans cellules végétales, il y a glucose c'est la nature qui fait la synthèse, qui fait la polymérisation et qui fait longue chaîne de cellulose. Et donc, il y a différents types de fibres naturelles. Par exemple, dans le coton, c'est 100%, presque 100% de cellulose. Dans les fibres de bois, il y a autour de 50% de cellulose. Après, il y a les lignes, l'hémicellulose, il y a plein d'autres choses. Donc, il faut toujours faire attention entre la cellulose pure qui est extraite et ce qui est appelé souvent cellulose fibre, les fibres de cellulose, fibres naturelles, mais d'une fibre à l'autre, d'un type de plante à l'autre, ça peut être très différent. Il y a aussi nanocellulose, donc ça c'est les fibres naturelles qui sont défibrillées. Il y a des, des, des fils très, très fines. Hein. Vous voyez, ça c'est une image de microscope électronique à balayage avec l'échelle de 100 nanomètres. Hein. Très fines, les fibres très fines. Ou les aiguilles sont de bâtonnets de cellulose aussi très fines. Ça, c'est l'échelle de 200 nanomètres. Il y a la cellulose bactérienne qui est utilisée pour application médicale. Donc, à base de cellulose, on peut faire les fibres naturelles, on peut faire nanocellulose, on peut faire plein de choses à différentes applications biomédicales, comme modifiant de viscosité, etc. À savoir que la nanocellulose a commencé à être publié dans la littérature scientifique dans le 21e siècle, donc il y a autour de 20, 25 ans. Hein, c'est un cours de développement. Ce qui est important de savoir que le cellulose ne fond pas, hein, on ne peut pas le fondre. Donc, une seule façon de mettre en forme est de dissoudre. Donc, on ajoute un solvant, cellulose, on fait une solution et après, on peut faire, donc il faut enlever le solvant, il faut sécher. On peut faire le filage de fibres naturelles. Après, il y a la question, donc ça c'est pour textile, par exemple. Il y a les questions de recyclage de textiles, hein, ce qui est un sujet très, très chaud en ce moment. Ah, on a eu un très beau projet dans le cadre de Carnot hein, sur le recyclage de textiles. On peut faire les films de cellophane, ah, ça c'est bien connu. Et on peut faire les éponges, hein, à savoir que les éponges qui sont faites par Spontex, hein, c'est la cellulose pure, hein, mais qui est passée par la dissolution et après donc, la récupération de solvants et le séchage. Il y a différents types de solvants, de cellulose. Certains, ils sont sympathiques. La plupart, ils ne sont pas très, très sympathiques. Donc, c'est très difficile à dissoudre la cellulose. Et toujours, il y a la recherche de nouveaux solvants qui sont éco-friendly, qui sont pas chers, qui sont faciles à régénérer. Et tout ça, c'est pas facile. Hein. Donc, je reprends la formule de cellulose, comme maintenant vous le savez, qu'est-ce que c'est, hein, les unités de glucose. On peut faire les modifications chimiques. Hein. On peut faire les éthers de cellulose comme méthylcellulose, hydroxypropylcellulose, ils sont utilisés partout. On les mange chaque jour. C'est dans les applications pharmaceutiques, dans la peinture, donc plein d'applications. Les esters de cellulose aussi. Je suis sûre que voilà,
il y a beaucoup de gens qui me regardent en ce moment, ils portent des lunettes et il y a une forte chance que c'est l'acétate de cellulose qui fait la monture de lunettes utilisée dans les filtres de cigarettes, dans le textile, etc. Ça, j'ai donné les années, donc c'est autour de 100 ans hein, maintenant. Les éthers et les esters de cellulose sont connus, mais toujours il y a la recherche et l'évolution de synthèse qui doit être plus éco-friendly, plus en utilisant des solvants pas toxiques et le procédé le moins cher possible. Donc ça, tout ça, ça continue à se développer. Et je voudrais terminer sur la cellulose, que, évidemment, il faut penser quand vous faites l'extraction de cellulose, hein, les fibres, il faut penser à l'approche de l'économie circulaire. En fait, dans l'industrie de pâte à papier, hein, ça c'est bien connu et c'est bien appliqué. Hein. Donc, en plus d'extraction des fibres naturelles, par exemple ici les fibres de bois, et l'extraction de cellulose, presque tout maintenant est utilisé. Lignine est utilisée. Hein, là, ici, vous voyez différents types d'applications. Lignine, hémicellulose, différents types d'extractives. La cellulose elle-même, hein, de petites masses moléculaires pour faire l'éthanol et l'acide lactique, acide acétique. Donc, ça, c'est en ce moment, donc c'est chapeau aux industries de pâte à papier. Ils font ça très bien. Mon dernier exemple, c'est sur pectine. Donc ça, c'est aussi un polysaccharide, voilà, des unités de glucose, mais un peu modifié, hein, de façon différente par rapport à cellulose. Donc pectine peut être extrait de déchets, des écorces de pommes et des oranges. Et en ce moment, pectine est beaucoup utilisée pour modifier la viscosité dans les confitures, pour faire les bonbons, etc. Là, pectine, peut-être que vous ne savez pas, mais maintenant vous savez, vous mangez chaque jour hein, pectine. Nous, il y a une dizaine d'années, on a eu une idée folle pour faire des matériaux à base de pectine. On a fait les matériaux poreux qui s'appellent les aérogels. Et on a découvert que ces matériaux, ils ont la conductivité thermique très, très basse. Ça veut dire que ces matériaux peuvent être utilisés comme les isolants, ou on peut dire les super isolants thermiques avec très, très basse conductivité. Mais comme pectine est polymère hydrosoluble, il attrape l'humidité, donc nos aérogels de pectine attrapent l'humidité de l'air et on perd cette propriété de très basse isolation thermique. Et dans le cadre de thèse, qui est dans le cadre de TTI.5, un des objectifs était de stabiliser les propriétés de pectine contre le vieillissement. Et là, on a réussi. Donc, je pense qu'Eleni est en ligne. Il a fait un travail formidable. Donc, il a obtenu les aérogels de pectine avec très, très basse conductivité thermique qui sont stables maintenant depuis 300 jours. Ah, c'est pas mal pour la thèse. Hein. C'est toute la durée, grande durée de sa thèse dans les conditions très humides, à savoir que la conductivité de l'air est plus haute que la conductivité de ces matériaux. Donc, on a un matériau solide, poreux, dans les conditions ambiantes, avec la conductivité qui est plus basse que l'air. Ça c'est un peu magique, mais c'est très intéressant. Et mes conclusions sont très courtes. Donc, d'abord, la terminologie et les définitions sont très importantes. Hein, quand vous parlez de qu'est-ce que c'est les bioplastiques, qu'est-ce que c'est la cellulose, par exemple. Donc, la matière biosourcée toujours a beaucoup de potentiel pour faire des nouveaux matériaux. Que je viens de vous montrer des exemples, mais il y a beaucoup plus, hein, et pour nouvelles applications. Mais il faut toujours garder dans la tête l'approche de biorefinery et estimer l'analyse des cycles de vie. Voilà, merci.
Merci Tatiana pour cette présentation, je trouvais très claire et aussi très pédagogique sur ces polymères biosourcés. Alors, il y a plusieurs questions là aussi qui émergent de cette présentation parce qu'effectivement, ça pose un certain nombre de questions, notamment sur les applications industrielles et aussi d'un point de vue de recherche. Au niveau des filières industrielles aujourd'hui, qui utilisent donc des matériaux biosourcés, euh, notamment quelles sont celles aujourd'hui qui utilisent le plus la cellulose, la pectine? Est-ce qu'il y en a déjà, vraiment qui sont bien Ah oui, oui, établies? oui. Bah, la Est-ce que- cellulose, comme j'ai dit, là, c'est les matériaux à base de cellulose, ils sont partout. Bah, attendez, il y a les constructions à base de bois. Bah, la cellulose n'est pas le bois et le bois n'est pas la cellulose, mais il y a beaucoup de cellulose dans le bois, hein, voilà. Donc, D'accord. déjà, il y a plein. Enfin, c'est difficile à dire, hein. Bah, les vêtements à base de cellulose, hein, les fibres naturelles, ah, comme coton, comme le lin, la cellulose est dans les fibres de lin, ou les fibres qui sont filées, ah, comme viscose, comme tencel, donc se comportent sur nous. La cellulose modifiée est beaucoup utilisée comme agent modifiant dans la nourriture, dans la cosmétique, dans la pharmaceutique. Donc, c'est partout. C'est partout, partout. Est-ce qu'il y a des nouvelles filières qui sont en train d'émerger sur des matériaux auxquels on n'aurait pas pensé initialement? Oui, oui, bah, l'exemple que j'ai donné, c'est sur nanocellulose. Hmm. Ça, c'est les matériaux. C'est drôle, dans la science, c'est comme aussi pour l'acide lactique. Donc, la cellulose était découverte il y a longtemps, hein, 90 ans. Il était oublié. Et après, quand, au début du XXIe siècle, il y avait la renaissance ou la croissance d'intérêt aux matériaux biosourcés, y compris la cellulose, la nanocellulose était renée, hein, en quelque sorte. Et ça, euh, le nanocellulose peut être utilisé comme aussi agent gélifiant dans la nourriture, par exemple, Mhm. en sachant que la cellulose n'est pas digérée, hein, donc ça porte pas, on ne peut pas grossir, hein, avec la cellulose en quelque sorte. Dans des applications biomédicales, dans l'application pharmaceutique. Euh, pour nanocellulose, on est en ce moment à l'étape pré-industrielle. Il y a des usines pilotes qui sont faites. Donc, Des il y a une démonstrateurs à l'échelle industrielle. petite étape pour qu'on retrouve nanocellulose dans les magasins. Voilà. D'accord. Euh, Par rapport justement au développement donc de ces technologies, euh, finalement, en gros, ça revient un petit peu aux questions aussi qu'a abordé Thomas tout à l'heure, c'est les impacts environnementaux finalement de Mm. ces technologies, hein. Parce que, par exemple, vous avez cité l'utilisation de solvants notamment. Euh, donc tout ça, ça a quand même un des effets. Où est-ce qu'on en est là aussi en matière de gestion de ces impacts, d'optimisation peut-être aussi des procédés, hein? En général, la dissolution de cellulose, c'est un procédé compliqué et assez sale. Voilà. Mais en ce moment, l'industrie, bah, au moins en Europe, aux États-Unis, tout ça, c'est maîtrisé. Donc, d'abord, tous les solvants, ils sont récupérés, ils sont recyclés et réutilisés. Voilà. Donc, s'il y a les éjections de gaz, comme dans le procédé viscose, de gaz qui contient le soufre, donc là, ça sent pas bien du tout et c'est pas bien pour la santé. Là aussi, il y a tout ce qu'il faut pour protéger les gens qui travaillent. Donc ça, c'est bien maîtrisé. Mais quand même, toujours, il y a, en ce qui concerne la cellulose, toujours, il y a la recherche de solvants
comme je dis, hein, qui sont éco-friendly, qui dissoutent bien, qui sont pas chers, qui sont bien récupérables. Et là, il n'y a pas de réponse hein, pour l'instant. Donc, il y a beaucoup de recherches, hein. Surtout, comme je dis, au début du XXIe siècle, il y avait cette approche d'abord aller vers les matériaux biosourcés, mais aussi s'occuper de l'environnement, hein. Ah oui. Donc, il y a beaucoup de progrès, mais il y a beaucoup de recherches hein, dans cette direction. Donc, on peut dire aussi donc, dans les travaux de recherche que vous menez, comme d'autres, sur ces matériaux biosourcés, l'utilisation des solvants, ou en tout cas l'optimisation des impacts environnementaux est quand même plus ou moins considérée. Ah oui, oui, ah oui, oui, c'est pas plus ou moins, c'est sûr, hein, Voilà. c'est considéré, c'est bien considéré, oui, oui, oui. Toutes les entreprises qui font l'extraction, parce que là on a parlé de cellulose, mais par exemple l'alginate qui est utilisé comme agent gélifiant dans produits alimentaires, l'alginate est extrait des algues. Là aussi, c'est très bien maîtrisé. Il y a l'approche de bioéconomie qui est appliquée et que tous les composants des algues, sauf alginate qui est extrait, donc tous les composants, ils sont utilisés pour différentes applications. Donc oui, oui, oui. Et là, il y a conscience, ça marche bien. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas encore améliorer, hein. Voilà. Parce qu'il y a aussi les aspects énergétiques aussi qui entrent en ligne de Ah, compte. l'aspect Voilà. énergétique, évidemment. Évidemment, bien sûr. Un point très important. Ouais, ouais. Justement, lorsque des manips sont mises en œuvre pour justement faire des tests, etc., je voudrais savoir, est-ce que ça prend beaucoup de temps? Est-ce quelle est finalement la durée de certaines expériences que vous avez pu mener, hein? Oh, ça peut aller d'un jour à plusieurs semaines, hein. C'est- D'accord. Ouais, Donc on est vraiment sur des pas de temps quand même assez différents entre ouais, ouais, les- ouais. les- Ah, là encore, si on prend pectine, par exemple, la dissolution de pectine est rapide. Mais après, pour faire notre matériau magique aérogel, ça prend du temps, un petit peu. Ouais. Plusieurs jours, hein, je dirais. Après, c'est à l'industrie, bah, on est en contact avec plusieurs industriels, mais à l'industrie de voir combien ils vont gagner dans cette, par exemple, conductivité thermique qui est très basse, donc les propriétés de matériaux par rapport aux efforts à le faire. Et là aussi, on considère toujours, même pas que la utilisation, réutilisation de solvants, mais baisser le prix de procédé, de chaque étape de procédé. Donc, je dirais même nous, hein, à notre échelle, on pense à ça. Et évidemment, l'industrie aussi. et ça fait un peu partie aussi du cahier des charges lorsque vous travaillez avec des industriels, on peut imaginer. Oui, oui, bah, d'habitude, les industriels, ils disent il nous faut le plus performant, le moins cher et le plus rapide, hein. Oui. C'est sûr. Ouais. C'est sûr, bah, ce sont des questions effectivement importantes pour les industriels, on peut comprendre. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup encore pour cette présentation. On va passer à la présentation suivante, donc que nous faire Nathalie Agoré. Donc, je vais vous présenter. Donc, Nathalie est chercheure à Toulouse Biotechnology Institute, pardon, TBI, depuis 2007, qui est une UMR INSA, CNRS et INRAE. Elle a passé son doctorat en sciences biologiques fondamentales et appliquées à l'INPL, donc à l'Institut national polytechnique de Lorraine en 2000. Et ensuite, elle a travaillé pendant 3 ans au MIT, Massachusetts Institute of Technology, avant de rejoindre le TBI. Elle travaille actuellement sur la production de protéines d'organismes unicellulaires, ce qu'on appelle les POU ou POU, comme source de protéines comestibles produites à grande échelle par des micro-organismes donc unicellulaires, ce qui représente donc une source alternative aux protéines d'origine animale et végétale. Nathalie, c'est à vous.
Donc c'est en train de Vous voyez bien? s'afficher. Ça C'est marche? quand ça s'afficher, il faudrait juste se mettre en plein écran et ce serait parfait. Alors, ça sera fait. Pourquoi ça ne marche pas ici? Ça, c'est bon, vous le voyez? Alors là, on voit toujours en petite dimension. Peut-être Ah, pas la bonne partie de l'écran que vous avez partagé peut-être. bien. Ça fonctionnait forcément tout à l'heure, mais plus maintenant. Ouais, c'est un classique. Alors, attendez. Oui, c'est un classique, effectivement. Et donc, du coup, je vais essayer de repartager. Arrêter. Hop, ça marche? Là, ça reste toujours pareil. C'est pas grave. À la limite, vous pouvez sinon agrandir avec le zoom Ouais, la il est partie de votre, enfin, sauf votre que là. slide. Ouais. Non, on a tout planté. Ah, ça marchait bien tout de suite. En De fait, toute il se façon, on passe n'arrive pas à... absolument rien à l'écran. Ouais, Peut-être que ouais. si... C'est moi aussi parce que je vous vois juste et je vois plus rien. Donc, Alors, je je... vais arrêter le partage et on réessaye. Si vous réessayez maintenant. Là, est-ce que c'est mieux? Alors oui, mais on n'est toujours pas en plein écran. Là, est-ce que c'est bon? Oui, Là, on y là, est. c'est bon. Ah, Parfait. voilà. Désolée. Vous en prie, hein. C'est le direct, c'est normal. Merci. Attendez, par contre, là, je vous vois un petit peu trop, moi, de mon côté. Voilà. Donc, ben, tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs pour cette invitation. Voilà. Et merci à tous les personnes qui sont connectées ben, voilà, de me suivre. Donc, en fait, je suis effectivement chercheur à TBI et donc je vais vous présenter une source alternative potentielle de protéines et voilà, que j'étudie depuis quelques années. Et donc, en fait, les prévisions pour 2050, c'est qu'on va arriver à atteindre 10 milliards de personnes et qu'il va falloir nourrir tout le monde et que l'impact à la fois des changements climatiques, mais aussi les transitions nutritionnelles des différentes ben, personnes, hein. Il va falloir vraiment réfléchir à trouver des solutions pour la production de protéines, car en fait, il est prévu que dans 2050, en fonction des différents scénarios qu'on va pouvoir avoir une augmentation de la demande en protéines qui peut atteindre jusqu'à 78% de ce qu'on a actuellement pour 2050, et donc ce qui est énorme. Donc, il va falloir trouver des solutions. Donc, une des solutions alternatives, qui bien sûr sera pas la seule, hein, qui sera complémentaire aux autres solutions, sont les protéines d'organismes unicellulaires, donc surnommées les POU, ou en anglais les single cell proteins. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas du tout nouveau, hein, qui a été déjà défini dans les années 60 et ces single cell protéines, en fait, c'est finalement la biomasse totale, une biomasse microbienne qui peut être soit cassée ou entière, à la fois qui peut être des micro-organismes de type levure, algues, champignons filamenteux ou bactéries, et qui peuvent être utilisés comme supplément alimentaire pour l'alimentation humaine ou animale. Donc, en fait, les avantages d'utilisation de ce type de protéines, c'est que finalement, pour les produire, ça ne demande pas de mobilisation supplémentaire de terres agricoles. Il n'y a pas du tout ou très peu finalement, mis à part par les substrats, d'impact de saisonnalité. Donc, en fait, ça peut être implémenté un petit peu partout dans le monde sans contrainte.
Il n'y a pas d'utilisation de pesticides supplémentaires puisqu'on ne mobilise pas de terrain. Ces micro-organismes ont la capacité à produire à des vitesses de croissance assez grandes, plus rapides que des plantes ou qu'un animal, hein, finalement, et peut accumuler, ont des fortes capacités d'accumulation. Leur versatilité, leur richesse de métabolisme en fait aussi quelque chose d'intéressant pour pouvoir avoir des compositions très différentes et de ces protéines, de ces mix de protéines. Ils peuvent utiliser un très grand nombre de substrats différents et en fait, ils sont reconnus pour avoir un équilibre en acides aminés, euh, un bon équilibre en acides aminés. Donc ça, c'est ce qui ressort un petit peu de la littérature. Et en revanche, en fait, ce qui a été très souvent noté, la raison pour laquelle ça n'a pas pris d'essor, en fait, c'est qu'il y a une forte concentration, une forte quantité d'acides nucléiques. Donc l'acide nucléique, ça va être les ADN et les ARN qui sont présents dans les cellules. Et ces acides nucléiques, en fait, lorsqu'elles sont métabolisées au niveau pour les personnes, les humains, en fait, elles vont générer des accumulations d'acide urique au niveau des reins et ça peut entraîner des calculs rénaux et d'autres pathologies telles que de la goutte et choses comme ça. Donc, il faut rester à un niveau assez limité de la présence d'acide nucléique. Donc là, il y a très peu de données sur les qualités nutritionnelles et sur tout ce qui est toxicologie. Il est noté dans la littérature que c'est assez peu digeste finalement, qui peut avoir des goûts assez prononcés. Et bien sûr, quand on commence à vouloir à discuter de manger, enfin de se nourrir de micro-organismes, ben voilà, il y a des l'acceptabilité des consommateurs qui peut être mis en jeu, ainsi que la réglementation. Et aussi, il est reconnu que c'est un coût économique assez important. Donc, par contre, quand on regarde quand même ce qui se fait au niveau de la littérature, donc en fait, on s'aperçoit que c'est vraiment un sujet très chaud ces dernières années. Et donc, depuis 5-10 ans, ça augmente vraiment. Donc, il y a eu un premier essor dans les années 70-80, où là, on a commencé à voir apparaître un certain nombre de papiers. Et puis, avec la chute de la crise du pétrole, en fait, intérêt a largement diminué et on voit que depuis quelques années, ça augmente très sérieusement en fait avec le nombre de publications par an. Si on regarde maintenant un peu le contenu de cette bibliométrie, en fait, beaucoup de ces single cell protéines, enfin beaucoup d'études sont consacrées aux protéines qui sont produites soit par les levures, soit par les bactéries. On commence à voir aussi sur les algues et sur les champignons filamenteux. En découpant un petit peu ce qui se passe, on voit que beaucoup sont sur la valorisation de déchets. Donc sur des études on fait des screenings de déchets, on fait des screenings de souches qui peuvent réutiliser plus ou moins ces déchets. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort de beaucoup ces dernières années dans la littérature. Et on voit aussi, alors c'est un peu biaisé ce chiffrage, cette bibliométrie sur nutrition, parce que finalement, souvent dans le contexte, on parle de nutrition, donc ça ressort. Ce ne sont pas des papiers où il y a des études sur la nutrition et sur l'impact, la toxicologie de ces protéines, mais plus sur le fait d'argumenter que ça peut être utilisé et que c'est des bons substituts pour la nutrition. D'un point de vue classification dans la bibliométrie, c'est essentiellement dans des journaux qui sont des journaux de biotechnologie ou de microbiologie appliquée. Donc, comment on produit ces single cell protéines? Donc, en fait, on utilise des bioréacteurs et ces bioréacteurs, on va choisir dans différents types de micro-organismes, hein. Il y a un choix important de micro-organismes dans la biodiversité qu'on peut mettre en œuvre. De la même façon, les substrats, ça peut être des substrats simples, des substrats complexes. Et on a, grâce à l'outil de la fermentation, l'outil du bioréacteur, on peut, en jouant sur les apports, sur les stratégies de conduite, on peut jouer sur le métabolisme des micro-organismes. C'est toute
richesse des micro-organismes, c'est qu'on peut arriver à commander un petit peu leur fonctionnement pour en fait, à la fin, obtenir cette biomasse appelée single cell protéine. Mais cette biomasse n'est pas que des protéines, il va y avoir des lipides, des minéraux, des terpénoïdes, des vitamines, en fait, c'est un tout en fait. Et tout ça fait partie que c'est un élément nutritionnel important. En revanche, comme c'est un élément, c'est la constitution même de la biomasse, en fait, ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est qu'en fait, la production de ces single cell protéines est complètement découplée à la biomasse. C'est-à-dire que pour avoir des de single cell protéines, il faut produire beaucoup de biomasse. Or, pour produire de la biomasse en bioréacteur, il y a un certain nombre de conditions. Il faut essentiellement il ne faut pas être limité en oxygène, donc c'est à voir que tout le substrat qu'on va lui apporter va être convertir enfin, en biomasse et en CO2. Il ne faut pas avoir de coproduit. Et donc ça, c'est des conditions qui demandent, lorsqu'on commence à monter dans des grandes quantités de cellules dans les réacteurs, qui commencent à être difficiles. Donc pour les micro-organismes que l'on peut mettre en œuvre dans ces conditions, donc il y a les microalgues, les bactéries, les levures et les champignons filamenteux. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de chacun, mais en fait, chacun, finalement, a des avantages et des inconvénients. Globalement, les microalgues et les bactéries, ainsi que les champignons filamenteux, c'est vrai, finalement, vont être les... Non, c'est plutôt, voilà, les bactéries, les microalgues, c'est ceux qui vont avoir un pourcentage en masse sèche plus important en protéines, donc qui vont pouvoir être enfin, très profitables pour la production des protéines. En revanche, les microalgues, ben, la difficulté, c'est ben, que c'est une croissance très lente et en plus, ils peuvent accumuler des métaux lourds. Ça peut être fait en bassin ouvert ou en réacteur. Mais voilà, par contre, c'est plutôt riche en protéines. Les bactéries, hein, à l'inverse, alors pour le coup, là, on peut monter jusqu'à 80% de la biomasse. Ils ont une croissance rapide. Mais l'inconvénient, c'est ils ont une richesse, enfin, ils sont un peu riches en acide nucléique. Ils peuvent avoir le risque aussi d'endotoxines et l'acceptabilité du consommateur. Les levures, c'est quelque chose qui est plus facilement envisageable pour les consommateurs parce que c'est quelque chose qu'on utilise dans le pain, dans le vin, dans la bière. Donc, c'est déjà quelque chose enfin, c'est un micro-organisme qui est déjà bien accepté par les consommateurs. En revanche, ben, leur pourcentage en protéines, elle est bon de 30 à 50%. Mais c'est quelque chose qui est quand même important. Et il y a les champignons filamenteux qui, ben, eux, commencent petit à petit à prendre de plus en plus d'envergure, notamment parce on peut les faire cultiver en ce qu'on appelle la fermentation en voie sèche. Donc moi, les questions sur lesquelles je m'intéresse au cours de enfin, dans ma thématique de recherche, en fait, c'est est-ce qu'il est possible de moduler, d'optimiser en fait le contenu et la composition de ces single cell protéines, c'est-à-dire de contrôler ce qu'on va produire par ces micro-organismes. Et comment on peut le contrôler? En contrôlant, est-ce qu'ils vont être impactés par les paramètres environnementaux? Est-ce que la stratégie qu'on va utiliser pour réaliser notre culture en réacteur va pouvoir impacter la composition. Comment on peut en fait gérer les mélanges de souches pour pouvoir apporter un complément alimentaire, un terpénoïde supplémentaire, des lipides supplémentaires ou des minéraux pour pouvoir avoir quelque chose de plus riche, proposer un catalogue de protéines enrichies en telle ou telle chose. Et ce qui m'a particulièrement intéressé aussi, c'est en fait, c'est comment on peut évaluer cette potentialité des single cell protéines, en fait, mais en tenant compte de la totalité, c'est-à-dire à la fois de la production, du DSP, de la qualité nutritionnelle et toxico, et l'acceptabilité du consommateur, la réglementation, enfin voir vraiment la production single cell protéine d'un point de vue comment intégré, d'un point de vue systémique. Parce qu'en fait, dans la littérature, c'est très compliqué d'avoir réellement un avis sur est-il
ce sont-ils des protéines, une solution alternative vraie ou pas? Parce qu'en fait, les études sont faites dans différentes conditions, pas avec les mêmes micro-organismes, pas avec des substrats différents. Il n'y a pas la partie purification, donc c'est vraiment compliqué d'avoir un avis sur réellement le potentiel de cette source. Donc, dans mes travaux, j'ai commencé vraiment en 2019 à repenser cette production de single cell protéines. Et donc, petit à petit, on a eu différents projets qui ont été financés par l'Institut Carnot, les Intercarnot, avec le CNES aussi. Et dernièrement, on a eu un projet, un PAI, Investissement d'avenir, qui va nous permettre justement de répondre à toutes ces questions. Donc ici, vous avez la liste de quelques articles dessus. Donc la stratégie que l'on implémente dans nos travaux, en fait, donc pour le coup, on veut essayer de comprendre ce qui se passe en fonction des bactéries ou des levures. Parce qu'en fait, les deux présentent leurs avantages et on veut voir si dans quel cas on peut appliquer plutôt sur des levures ou dans quel cas on va plutôt mettre en œuvre les bactéries. On veut les tester sur différentes sources de carbone. Alors, on a fait le choix dans nos travaux de ne pas partir sur des déchets, parce qu'il y a beaucoup de travaux sur les déchets qui sont faits plus en screening, c'est-à-dire on va screener tout un tas de déchets et des souches qui peuvent les utiliser, mais il n'y a pas de caractérisation. Et pour pouvoir évaluer réellement les potentialités, il faut vraiment avoir des caractérisations de la réalisation de la fermentation et de la qualité nutritionnelle et toxico, mais sur quelque chose en fait qui est pur. Donc nous, on a fait le choix, dans un premier temps, pour ces premiers travaux, de travailler sur des sources de carbone euh, bien caractérisées. Donc on a la voie des sucres, des acides gras volatiles qui peuvent être issus d'une digestion anaérobie, sur des huiles et sur du CO2, parce qu'en fait, la bactérie qu'on a choisie, c'est une bactérie qui peut faire de l'hétérotrophie, mais aussi de l'autotrophie. D'un point de vue source d'azote, on a travaillé sur le NHK, enfin sur le sel d'ammonium et l'urée. Donc, pour essayer de comprendre si on peut impacter sur les conditions de culture sur nos micro-organismes, on va étudier aussi différents stress dans l'idée que, eh ben, en fait, plus ou moins stressé, le micro-organisme va pouvoir produire différents types de protéines et voir si ça peut avoir un impact. Donc, on s'est focalisé sur des stress que l'on peut rencontrer dans les réacteurs, donc le pH, l'oxygène, la température. Nous avons mis en œuvre ou nous mettons en œuvre différents types de cultures, des cultures en mode fermé, en batch, en mode alimenté et en chémostat, en choisissant bien sûr à chaque fois le mode qui correspond pour étudier la question. Et enfin, on caractérise complètement en fait cette biomasse et ces single cell protéines. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est la méthode qu'on utilise en fait pour essayer de caractériser au mieux notre système. Donc on a des mesures en ligne et des mesures hors ligne. On va caractériser la biomasse d'un point de vue azote, d'un point de vue acide nucléique, protéines, aminoacides. On va mesurer les différents métabolites pour voir si notre micro-organisme fait bien uniquement de la biomasse ou si en plus il fait des coproduits. Ces coproduits pouvant avoir un impact directement sur la rentabilité du système, sur les rendements, mais aussi sur la toxicité. Et on fait des analyses au niveau des gaz de sortie pour effectivement pouvoir faire les bilans matière complets et calculer tout ce qui est vitesse spécifique. Donc ici, c'est un exemple de culture qu'on a fait. Donc ce sont différents types de batch. Donc c'est des cultures en batch avec notre micro-organisme, notre bactérie d'intérêt, Cupriavidis necator. Et là, on voit en fait que là, effectivement, sur la teneur, en fait, on a un impact de la température de culture. On peut aller quand même jusqu'à 80% 70-80% de la biomasse qui est des protéines, qui sont des protéines. Donc, c'est quand même un rendement très important pour la production. Et on peut regarder, en fait, on suit les acides nucléiques. Alors, on reste assez constant finalement. On s'aperçoit qu'il y a quand même une certaine homéostasie
au sein de la cellule pour tout ce qui est acide nucléique. Donc, les conditions n'ont pas l'air d'avoir beaucoup d'importance, en tout cas, sur la quantité de ces acides nucléiques. Donc, il faudra probablement jouer avec autre chose qu'avec les conditions. Néanmoins, on s'aperçoit que finalement, la composition de la biomasse, elle change par rapport à ces différentes températures. En fonction des différentes températures, on va voir que bah, la proportion des protéines ou la composition, par exemple, Cupriavinine 14, c'est un micro-organisme qui est très connu pour la production de polymères, de biopolymères, le PHA. Donc, ce qui peut être un avantage pour lorsqu'on veut produire des biopolymères, mais en l'occurrence, quand on veut produire des protéines, ça pose réellement souci, en fait. Dans les études qu'on a testées, à un moment donné, les cellules, les rats n'ont plus voulu consommer nos mixtes. Donc, c'est quelque chose qu'il faut qu'on maîtrise, c'est-à-dire que on peut, dans un certain mode de culture, produire des biopolymères et dans un autre mode de culture, produire des protéines. C'est les questions que l'on aborde justement dans les projets où on est avec le CNES pour les applications spatiales. Donc ici, c'est un deuxième exemple. Là, c'est pareil, c'est toujours notre souche, mais sur des conditions de pH différentes. Et là, on voit effectivement que, ben, en fonction des conditions de pH, on peut influencer la composition en protéines de la même façon, même si on a du mal à jouer sur les proportions d'acide nucléique. Donc là encore, pour l'acide nucléique, il faudra plutôt réfléchir à d'autres moyens pour diminuer cette quantité, soit par la conduite de fermenteur, soit par la partie des DSP. Et là aussi, on voit on passe quand même de 40% à presque, oui, 40% à plus de 60% de protéines en fonction des conditions de culture. Dans des études, dans une autre étude, donc là, on est plus sur la levure. Donc, on a testé plusieurs types de levures différents. Là, c'est l'exemple de Yarovia lipolytica. On a utilisé le mode continu pour essayer de voir si on peut impacter en fait bah, la composition en fonction de la vitesse de croissance des micro-organismes. Donc en fait, on a testé différents types de taux de croissance, différents types de pH et de température en fonction de euh, ces différents taux de croissance. Donc globalement, en fait, la conclusion, c'est qu'on peut influencer la teneur en protéines. En revanche, finalement, la composition, elle reste constante, ce qui n'est pas non plus étonnant dans le sens où il faudrait vraiment qu'une protéine qui soit surproduite ait une composition très différente des autres, ce qui, voilà, les acides aminés, finalement, euh, elles sont communes à toutes les protéines. Donc, d'un point de vue global, finalement, on change assez peu la composition en acides aminés. Par contre, on peut changer réellement la teneur. Donc, dans le projet que l'on a fait, le projet Intercarno 3 Bécard, Nutripou et Caliment, en fait, là, dans ce projet, on voulait voir si réellement on pouvait arriver à produire des fortes quantités de protéines. Donc, c'était plus une montée en échelle qui reste minimale, hein, qui reste à 20 litres, un réacteur de 20 litres, ce qui n'est pas énorme, mais néanmoins, on a pu transposer les résultats que l'on a obtenus sur des réacteurs de plus petite taille et surtout monter jusqu'à une biomasse de 100 grammes par litre et tout en maintenant une production 100%, enfin, uniquement basée sur de la biomasse et la production de CO2 et en limitant finalement toutes les difficultés qu'on pouvait rencontrer pour la production de Yarovia lipolytica, notamment cette levure qui, lorsqu'on met à des grandes quantités de cellules, on se retrouve souvent avec des problèmes de filamentation, des problèmes de transfert. Et là, on a pu réussir à maintenir en fait cette production importante dans des conditions complètement contrôlées. On a pu limiter aussi la production de ces acides nucléiques et enfin, on a pu limiter pour la partie de notre bactérie, on a pu limiter la production de biopolymères. Donc finalement, on se retrouve avec
des concentrations qui sont élevées en biomasse dans nos réacteurs et des concentrations en protéines qui sont plutôt intéressantes, à savoir on a 50% de notre biomasse qui va être uniquement de la protéine et pour les bactéries, ça peut monter jusqu'à 70%. Et tout ça, en fait, sur des durées qui sont limitées, en fait, des durées de procédés qui sont limitées. Donc, pour pouvoir, en fait, réellement investiguer et les potentialités, mais sur la totalité du système, en fait, on a déposé ce projet, on a été lauréat de cet appel à projet, où on a une vision globale du système, donc à savoir optimiser la bioproduction, tout ce qui est la partie downstream processing, où on sait que ça peut augmenter énormément le coût. Donc, on a cette partie qui est prise en compte. On a la partie toxico et nutrition qui va être prise en compte aussi. Donc, en fait, on fait des productions pour pouvoir faire des tests in vivo et in vitro. Et toute la partie biochimie, caractérisation biochimique et fonctionnelle aussi de ces protéines pour pouvoir orienter finalement la finalité de nos productions en fonction de la pureté ou en fonction des propriétés biochimiques et fonctionnelles. Et il nous a semblé vraiment important d'intégrer la partie euh, analyse technico-économique, LCA, analyse de cycle de vie, acceptabilité du consommateur et réglementation, parce que bien sûr, pour la production de ces protéines d'organismes unicellulaires, lorsqu'il s'agit de micro-organismes qu'on va appeler GRAS, Generally Recognized as Safe, eh ben ça demande pas une réglementation particulière. En revanche, si on trouve des micro-organismes qui ont un intérêt, un intérêt particulier pour ces productions, mais qui ne sont pas grasses, il faut passer par la réglementation Novel Food. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment évaluer. Donc, de plus en plus, hein, on voit des produits qui sortent avec cette appellation, mais ça demande en fait d'évaluer en fait les potentialités de chacun et de faire les études à la fois nutrition, toxico pour pour pouvoir déposer un dossier dans ce sens. Donc, en fait, euh, la conclusion, c'est que finalement, ces protéines d'organismes unicellulaires, c'est pas quelque chose de nouveau, hein, ça date des années 70, ça a été beaucoup travaillé. Néanmoins, ils n'avaient pas les outils que l'on a maintenant et c'est surtout qu'il n'y avait pas cette approche globale qui est absolument nécessaire pour finalement se dire est-ce que c'est une solution possible ou est-ce que non, ce sera économiquement pas intéressant. Et actuellement, malgré les nombreux travaux qu'il y a dessus, il est difficile de se faire une idée de si réellement c'est une potentialité ou pas. Donc voilà, je vous remercie. J'espère avoir respecté à peu près le temps. Non, merci, merci beaucoup, Nathalie. C'est très intéressant et c'est vraiment particulièrement d'intérêt, hein, si je puis dire, aujourd'hui avec ces questions liées à la sécurité alimentaire de nos sociétés, hein, est quand même un point vraiment, vraiment très, très important. Alors, il y a eu quelques questions, notamment, la première des questions qui vient à l'esprit, finalement, c'est quel accueil est réservé à ce genre de produit par les consommateurs? C'est toute la question qu'on se pose. Je pense que ça dépend en fait du type de produit. Par exemple, si on fait un produit qui va utiliser, parce que ça se fait déjà, en fait, des poudres qui vont être enrichies avec des ferments lactiques ou autres, ce qui est un peu la même chose finalement, parce que c'est ces poudres ou ces farines qui sont enrichies et qui vont avoir ces protéines et tout ça, mais ce ne sont pas réellement vendus en tant que tels. C'est des farines enrichies, je pense que là, ça se passe plutôt bien. Euh, pour après et, avoir je ne sais pas, un steak de bactéries, une boisson là, justement, on va faire cette étude pour pouvoir avoir cette réponse, en fait. Mais bon.
je pense pas que ce soit quelque chose qui soit ingérable au même titre que ceux qui se nourrissent d'insectes ou voilà. À un moment donné, je pense que les gens voilà, ils vont pouvoir réfléchir, mais c'est à nous de trouver des formulations pour lesquelles eh ben, on peut avoir le plus de chances de les convaincre que c'est une solution intéressante. Merci. Autre question. Vous parliez tout à l'heure de la réglementation, en France et en Europe. Je voudrais savoir un petit peu on aimerait savoir où sont un peu les contraintes aujourd'hui par rapport donc à ces produits-là. Vous les avez brièvement évoqués, hein. Alors, pour toutes les études que l'on a fait jusqu'à présent et le projet sur lequel on travaille là, ce ne sont pas déjà des organismes génétiquement modifiés. Donc, on part avec cette ligne, hein. Euh, il y a aussi moyen d'améliorer encore ces protéines avec l'ingénierie génétique, mais on n'a pas voulu partir dans cette dimension. Euh, pour la réglementation, ben, c'est tout un tas un dossier à monter avec tous les tests de toxicologie, d'allergènes, allergénicité, nutritionnelle. Il faut vraiment démontrer que le produit n'a pas d'impact. Donc, il y a des micro-organismes déjà, enfin, très connus, hein, qui ont cette. Il y a Rovia lipolytica, en l'occurrence, il y a 2 ans, elle est passée, elle a eu l'autorisation d'être vendue pour la partie protéines. Les bactéries lactiques, Saccharomyces cerevisiae, il y a des micro-organismes comme ça c'est facile, ils les ont déjà, donc il y a pas de difficulté de, de l'utiliser, hein, ça rentre dans la réglementation. Pour les autres, c'est peut-être un peu plus compliqué et ce sera différent d'un point de vue législation européenne et mondiale. Par exemple, il y a Solar Food, la compagnie Solar Food qui produit des protéines, donc c'est une compagnie finlandaise. Et ben finalement, elle a eu l'agrémentation pour Singapour. Donc en fait, son produit, elle le vend à Singapour. Euh, donc en fait, voilà, ça va être ce sera très dépendant. Si l'Europe veut investir dans cette solution, à un moment donné, faudra faciliter en fait la réglementation dans ce sens. S'il y a démonstration d'innocuité, en fait, à mon sens, il ne devrait pas y avoir de limite, mais voilà. Euh, Merci. Justement, on parlait de cette entreprise donc, qui va vendre à Singapour ses produits et ça pose quand même la question de l'évaluation des impacts environnementaux de ces filières-là. Alors déjà en termes de système de production, puis après effectivement pour l'acheminement, on peut se poser des questions notamment sur le bilan carbone. Effectivement, ça c'est une chose, mais c'est aussi très facilement implantable en fait. Parce que là, c'est pas une question de, il y a pas de difficulté climat, enfin de, oui, saisonnalité, climat pour implanter telle ou telle plante ou telle ou telle. Là, c'est un réacteur que l'on met. Il peut très bien être implanté dans n'importe quel pays, que ce soit. Et donc, en fait, oui, il y a un impact si on le fait, si on pense à cet export, mais ça peut être aussi très facilement implantable sur place. Donc, à partir du moment où la- la- le procédé est développé, il peut s'implanter un peu partout et à différentes échelles, hein. Donc, pour le coup, euh, je pense que ça peut avoir moins d'impact environnemental que d'autres solutions. Justement, c'était l'objet d'une autre question sur justement l'évaluation des impacts environnementaux de ce type évidemment de production d'aliments, avec bien entendu les modes de production plus traditionnels. Est-ce qu'il y a eu des études vraiment poussées à ce niveau-là pour voir finalement si est-ce que c'est plus intéressant, est-ce que c'est comparable ou alors pire? Alors, il y a de plus en plus d'études hein, d'analyse de cycle de vie sur toutes ces protéines alternatives, que ce soit donc toujours en comparaison avec l'animal, le végétal, les insectes, tout ça. Et en fait, elles se contredisent en fait assez facilement. Donc, donc en fait, en fonction de ce qu'on regarde, en fonction du périmètre qu'on met, on peut voir la fermentation comme quelque chose qui peut être écologiquement pas très viable parce qu'il y a beaucoup, on a besoin d'eau. C'est pas, Ouais. c'est
la fermentation liquide a besoin d'eau, il y a besoin d'énergie. En l'occurrence, le CO2, effectivement, on produit du CO2, mais on a aussi des micro-organismes qui consomment du CO2 et on peut très bien envisager un couplage de procédés avec une culture microbienne où on produit le CO2 et enchaîner sur une culture microbienne qui utilise le CO2. Enfin, en fait, c'est toute une question de référence. Nous, on l'a mis dans notre Work Package 6 là, pour voir Mm. réellement, essayer de faire différents scénarios. Alors, les notes, ils seront faussés par défaut si on reste sur notre substrat, parce que effectivement, notre substrat aussi est coûteux, hein, et si c'est du sucre, par exemple, mais il faut qu'on fasse différents scénarios sur, par exemple, toute la partie qu'on a sur les acides gras volatiles. Donc, en fait, c'est dans le cadre d'un projet avec le CNES où on veut recycler en fait les déchets issus des déchets humains, en fait, organiques humains. Et pour le coup, c'est en boucle fermée. Donc, on récupérait les acides gras volatiles d'un digesteur anaérobie qui n'a pas été à la fin. Et donc, en fait, c'est un circuit fermé. Donc, en fait, je pense que l'analyse des cycles de vie, voilà, c'est dépendant du système que l'on définit, en fait. Et ça, c'est un peu difficile à comparer entre eux. En tout cas, ils se contredisent. D'accord, donc on n'a pas encore, on va Non, on dire, n'a pas des encore. bases solides, vraiment, Non, pour vraiment bien trancher. Puis effectivement, ça doit dépendre aussi des différents pays, la façon dont on produit l'énergie, notamment dans les c'est différents ça. pays, etc. Donc c'est un point important. Aujourd'hui, au niveau des filières qui sont visées hein, dans l'agroalimentaire, ce sont quelles filières en particulier qui seraient visées? Oui. Vous voulez dire par rapport à la Euh, production ou l'utilisation à la- des déchets? J'ai envie de dire par rapport aux deux, aux deux aspects en fait. Bah écoutez, les déchets, il y a vraiment, alors là pour le coup, il y a énormément d'études sur différents déchets agri, hein, que ce soit des déchets au niveau industriel. Alors c'est très étudié dans les pays en voie de développement, hein, tout ce qui est déchets agricoles, déchets industriels. Pour la production, là, c'est assez varié parce que ça va être des producteurs de ferments qui s'y intéressent largement, par exemple, hein, qui de plus en plus. Et c'est, il y a une voie qui est quand même qui est très orientée, tout ce qui est aquaculture et alimentation animale. Pour la coup, alimentation humaine, pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de compagnies qui, il y en a, hein, et ça existe, hein, et qui le revendiquent, mais voilà, à voir. Pour les déchets, il y a vraiment, ça peut être alimentaire comme ça peut être agricole. D'accord. Et dans une certaine mesure, certaines de ces entreprises, d'après vous, elles sont vraiment prêtes à changer dans une certaine mesure leur chaîne de valeur? Ben, en tout cas, on voit bien que certaines, en tout cas, elles sont intéressées vraiment par ces approches. Hein, lorsqu'on a monté le projet, il y en a plusieurs voilà, pour lesquels ils y voyaient un intérêt. Parce que c'est aussi, on voit bien, par exemple, quand ils ont des production de CO2 importante, ben, ça peut être une voie de sortie. C'est-à-dire que ceux qui ont à retraiter le CO2, eh ben, d'utiliser un micro-organisme qui produit une valeur ajoutée qui est finalement assez simple, hein, ce sont de la biomasse, c'est un produit, ça les intéresse vraiment. Donc en fait, je pense que en tout cas, les industriels regardent de près. Je ne sais pas si, je pense qu'ils attendent d'avoir des démonstrations de réellement les potentialités technico-économiques, je pense. Et pour l'instant, il y a beaucoup d'incertitudes, hein, c'est clair. Moi non plus, hein, en fait, je ne suis pas convaincue, mais je ne suis pas convaincue non plus du contraire. Et je voulais voir, en fait, avec nos propres données, nos propres études, c'est-à-dire toutes faites dans les mêmes conditions, parce que c'est compliqué de comparer la littérature quand c'est pas le même micro-organisme, quand c'est pas le même milieu, quand c'est pas le même type de culture. C'est vraiment compliqué de comparer les chiffres. Et donc, on voulait avoir cette image globale pour enfin se faire une idée et se dire, ben, oui, éventuellement, ça peut être intéressant dans ce cas-là. Par exemple, pour ce territoire-là,
de produire ce type de protéines, bah oui, c'est intéressant. Pour une autre, c'est pas du tout intéressant parce il y a une source bien plus rentable, bien plus performante. Ce sera Oui. pas forcément. Voilà. Il y a vraiment un contexte social, économique et aussi environnemental local, hein, visiblement, C'est qu'il ça. faut prendre en compte. Et quelque part, ça rejoint un peu les questions aussi tout à l'heure de Thomas Bossier sur l'aspect spatial, finalement, hein, pour étudier effectivement le contexte plus localement, notamment pour le développement de ce genre de technologie, de business. Il y a encore une question qui était aussi, à un moment donné, vous disiez qu'il y avait la production éventuellement de produits plus ou moins toxiques ou enfin c'est partie des risques. Est-ce qu'il y a la production par exemple, de radicaux libres, de choses comme ça? Non, Non. non, là pour le coup, il n'y aura pas de radicaux libres. Non, enfin, en tout cas, pas avec les micro-organismes pour lesquels on produit. Ce qui peut être le plus, c'est essentiellement le côté allergène et le côté toxine. Voilà. Par exemple, lorsque l'on fait avec certaines bactéries, bon, il y a des bactéries qui n'en produisent pas, mais d'autres bactéries produisent des toxines. Et par exemple aussi les champignons filamenteux, on peut être vraiment impacté par les mycotoxines. Alors, je sais qu'il y a plusieurs travaux sur les algues où ils parlent de comme pollution aux métaux lourds, c'est-à-dire que en fonction, lorsque c'est fait dans des, même dans des pans, enfin à ciel ouvert, il semblerait que les cultures de microalgues, alors moi je m'y connais pas très bien dans ce domaine, mais peuvent accumuler des métaux lourds et ce qui peut avoir un impact direct. Donc en fait, je pense que essentiellement c'est ça. Après, oui, non, voilà, je pense que c'est ça principalement, mais le côté allergène et le côté visiblement acinucléique. Mais dans les premiers tests qu'on a eus, finalement, on n'a pas du tout rencontré ce problème-là. Après, c'est quelque chose qui peut être géré par rapport au pourcentage que l'on rajoute de ces protéines dans les aliments que l'on veut produire. Et je pense que c'est comme ça qu'actuellement, les industriels jouent, c'est pas le terme, hein, mais en fait, ils se mettent en dessous de ce pourcentage limite en diluant la quantité de produits qu'ils mettent finalement. Voilà. Très bien. Ok. Oui, on voit que de toute façon, il faut a priori vraiment développer ces technologies dans des j'ai envie de dire, des environnements très contrôlés pour pouvoir s'assurer effectivement des produits, de l'innocuité aussi de ce que l'on peut produire. Je crois qu'il n'y a plus d'autres questions. Merci beaucoup. C'était Avec vraiment plaisir. très intéressant. On a pu voir grâce à vos interventions, à ces trois interventions, que donc traiter du vivant, et notamment pour des filières biosourcées, c'est quand même pas évident. Il y a un certain nombre d'incertitudes, hein, et ce qui apporte bien entendu un niveau de complexité non négligeable pour le développement de l'ensemble de ces solutions. J'aurais une question en fait un peu générale pour chacun d'entre vous. Aujourd'hui, finalement, vers quoi vous souhaiteriez encore développer, approfondir vos recherches? On va commencer par vous, Nathalie. Euh, bah, moi, c'est vraiment sur cette thématique, hein, vous voulez dire. Oui, oui, Sur cette thématique, ben moi, c'est vraiment d'aller, là, on commence juste ce gros projet-là, et de voir ce que ça donne vers la fin, enfin, au bout de cette étude globale, cette étude intégrée, systémique, pour voir réellement si ça vaut le coup d'aller justement explorer, parce que on peut aller rechercher d'autres potentialités dans les micro-organismes, dans la biodiversité, par exemple, hein, qu'on n'a pas exploré. Là, on a travaillé essentiellement sur de la production de protéines, mais on peut jouer avec les micro-organismes, le métabolisme des micro-organismes pour produire des antioxydants, pour produire des oligoéléments, pour produire... Et en fait, de pouvoir proposer un catalogue de suppléments alimentaires de, qui pourraient justement être... En fait, voilà, c'est jouer avec les capacités du micro-organisme pour produire les produits d'intérêt. très bien, merci. Tatiana? De mon côté, bah, je dirais que
l'objectif est d'utiliser des nouvelles approches dans la physique, dans la chimie, et nouveaux procédés pour appliquer à vieux polysaccharides. Voilà, comme j'ai dit, la cellulose est connue depuis mi-19e siècle. Là, toujours, il est à la recherche, mais il y a les nouveaux procédés, hein, par exemple, qui peuvent être appliqués, comme différentes options de séchage, de gel, etc. Donc, à s'inspirer des autres domaines de physique et de chimie et appliquer ça pour les polymères qu'il semble qu'on connaît bien, mais en fait, on connaît pas tout, hein. Voilà. Il y a encore un peu de la recherche fondamentale aussi là-dessus à Mm. développer et voir les applications potentielles, visiblement. Merci, Tatiana. Thomas, Oui, alors dans les pistes moi, que j'avais dessinées, il y a donc cette question d'affiner en fait certains modèles. Alors, il faut toujours affiner les modèles. Donc, il y avait un peu la dimension spatiale, bon, qui est quand même assez cruciale quand il est question de bioressources. Et il y avait aussi donc cette question de prise en compte des dynamiques temporelles. Et donc ça, voilà, c'est des développements qui vont plutôt vers une complexification de ces modèles pour prendre en compte certains cas et bien évaluer leurs impacts. Et ce que ça implique, c'est qu'il y a un autre volet, donc qui est peut-être plus d'aller aussi vers de la simplification, enfin de diffuser, en tout cas de rendre utilisables ces modèles qui peuvent être assez complexes. Et donc là, je pense que c'est un volet un peu de recherche complémentaire qui est à la fois de créer des outils en fait simplifiés et puis de s'intégrer dans des projets interdisciplinaires où on travaille aussi enfin, la réappropriation de ces résultats et de ces outils, c'est-à-dire que concrètement sur des cas à l'échelle de territoire, de projets politiques de transition écologique qui vont vers davantage d'usage de bioressources, alors qu'on travaille avec d'autres disciplines, des géographes, des économistes, des sociologues, pour faire en sorte que ces modèles soient présents et qu'on réfléchisse à la façon dont leurs résultats peuvent être utilisés. ça peut être des sortes de plateformes de modélisation assez friendly, on va dire, pour Oui, il y a pouvoir des, faire en sorte que les gens utilisent facilement ce genre. Enfin, les gens, j'entends les décideurs, on va dire, ceux qui sont oui, concernés. dans, de plus en plus, à la fin des projets avec ce type de modélisation, on met à disposition des outils simplifiés pour essayer d'aller dans ce sens. Bien, merci. Merci à tout le monde. Merci pour vos interventions. J'ai trouvé vraiment ces échanges passionnants. Je pense intéresser aussi les participants. Je remercie évidemment les membres de TT.5 pour l'organisation de ce webinaire, hein, en particulier Claire Comel, Noémie Ouachaud, Alice Passaro et bien entendu Nadia Maizi. Je vous souhaite une excellente fin de journée et puis je vous dis peut-être à bientôt. Au revoir. Au Merci revoir. beaucoup Ah, pour merci. Au Au revoir. revoir. l'événement. Au revoir. Au revoir, merci.